conférées aux activités de ces services s'accompagneront d'un contrôle de chaque opération de surveillance. Elles s'accompagneront également d'un droit pour les citoyens au recours juridictionnel. C'est une avancée dont il faut prendre la juste mesure. Il est inhabituel également que le président de la République annonce la saisine du Conseil constitutionnel après les débats et les votes du Parlement et bien sûr avant la promulgation du texte sur les points de droit les plus délicats. Cette loi concerne le droit à la vie privée. Il est donc naturel qu'elle suscite des interrogations et des inquiétudes. Et légiférer sur des sujets aussi sensibles, c'est nécessairement s'entourer d'un maximum de précautions. Dans ce même hémicycle, l'un de vos prédécesseurs, Madame, le garde des Sceaux, Henri Nallet, déclarait le 25 juin 1991, il présentait alors le projet de loi sur le secret des correspondances, principale référence du texte qui nous occupe aujourd'hui, il déclarait donc « En prenant l'initiative de saisir le Parlement de cette question, le gouvernement a bien conscience de relever un véritable défi. » Aujourd'hui, les circonstances sont un peu différentes puisque ce texte s'appuie sur un travail parlementaire approfondi et transpartisan. Le premier organe parlementaire de contrôle a été créé en 2007. Il s'agissait de la délégation parlementaire au renseignement chargée de l'évaluation de la politique publique et du contrôle de l'action du gouvernement en matière de renseignement. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au travail de la délégation parlementaire au renseignement. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer devant elle à plusieurs reprises, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui en ont présidé les travaux, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Sueur et désormais Jean-Pierre Raffarin. Cette institution a su créer de véritables liens de confiance avec le gouvernement comme avec les services. Une communauté du renseignement et des 6 services qui la composent a été définie en 2007 également. Le Conseil national du renseignement et la fonction de coordonnateur national du renseignement ont été créés en 2008 et l'Académie du renseignement en 2010, afin que la communauté du renseignement se professionnalise et se coordonne davantage. Les missions de contrôle de la DPR ont été élargies dans la loi de programmation militaire de 2013 et la loi de 1991 a été élargie aux données de connexion, d'ailleurs par un amendement sénatorial, Monsieur le Président, particulièrement courageux. Les députés Urvoise, de la majorité, et Verchères, de l'opposition, ont cosigné un rapport parlementaire sur le sujet en 2013, notamment pour tirer les enseignements des attentats de Toulouse et de Montauban. Une inspection des services de renseignement a été créée en 2014. Elle vient d'ailleurs de se voir confier ses 2 premières missions. Ainsi, un travail de l'Assemblée, du Sénat, quelles que soient les majorités, est à saluer. Le projet de loi que vous allez examiner est donc l'aboutissement d'une réflexion approfondie à laquelle plusieurs d'entre vous ont contribué de manière notable. Une réflexion dont la droite comme la gauche, si ces termes veulent dire quelque chose dans ce débat aujourd'hui, ont vu l'utilité. Elle est en ce sens profondément républicaine. C'est en juillet 2014 que le président de la République a décidé de légiférer bien avant que notre pays, en janvier dernier, ne soit frappé en plein cœur. Mais il est vrai aussi face à une menace que nous connaissons depuis mars 2012. Et face à l'intensité de cette menace terroriste qui a frappé à Copenhague, à Tunis, au Kenya, nous avons décidé d'accélérer ce travail et d'envisager l'introduction de dispositions spécifiques à la lutte antiterroriste. Sur de tels sujets, l'apport des parlementaires est toujours précieux pour l'exécutif. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail réalisé par les membres de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, coprésidée par Nathalie Goulet et André Reichardt, et dont le rapporteur était Jean-Pierre Sueur. Certaines des propositions présentées par cette commission le 8 avril dernier figurent d'ailleurs déjà dans ce texte de loi. Je suis également certain que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale
sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, présidée par Éric Ciotti, et dont les conclusions ont été présentées ce matin à l'Assemblée nationale par Patrick Mennucci, offrira de nouvelles pistes de réflexion au gouvernement. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont déjà mises en œuvre. Il est en effet indispensable que notre dispositif de lutte contre le terrorisme s'adapte en permanence à une menace qui ne cesse d'évoluer et de s'intensifier, car il faut en permanence s'adapter à cette menace qui est particulièrement mouvante. La France, vous le savez, fait face à d'immenses défis dans un monde marqué par l'imprévisibilité, la multiplication des crises et la diversification des menaces. Ces défis, il faut les appréhender avec lucidité et y répondre afin que notre pays puisse défendre son territoire, ses ressortissants et ses intérêts, ses valeurs aussi, dans le respect de l'État de droit. Le rôle des services de renseignement est à ce titre fondamental. Je tiens à rendre une nouvelle fois devant vous hommage à ces combattants de l'ombre qui méritent toute notre estime. Leur action est par nature discrète, mais dans ces temps difficiles, elle est plus que jamais nécessaire, elle est même primordiale. Anticiper, détecter, analyser et comprendre les menaces qui pèsent sur la France, c'est garantir la sécurité du pays. Et comme le soulignait déjà le général chinois Sun Ce, cher au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, dans un ouvrage de stratégie, une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Au premier rang des missions de nos services figure bien évidemment la menace terroriste, et tout particulièrement la menace djihadiste. C'est une menace globale où les dimensions extérieures et intérieures se confondent. J'avais moi-même ici, comme ministre de l'Intérieur, présentant la loi antiterroriste en décembre 2012, évoqué cet ennemi intérieur et cet ennemi extérieur. La radicalisation violente et l'implication dans le terrorisme islamiste ont explosé ces dernières années dans tous les pays européens et méditerranéens. Quelques chiffres pour rappeler cette réalité. Des chiffres d'ailleurs qui, sans doute, n'éveillent pas suffisamment, me semble-t-il, la conscience de beaucoup de nos compatriotes. Mais ils sont nécessaires pour comprendre la menace. Plus de 1730 Français ou personnes résidant en France sont aujourd'hui recensés pour leur implication dans le djihad en Syrie ou en Irak. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il a plus que doublé en un an. Cette réalité, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve la connaît tous les jours dans ses rencontres, encore aujourd'hui même, avec ses homologues ministres de l'Intérieur des 6 principaux pays européens. Plus de 860 individus ont séjourné dans ces pays. 471 y sont actuellement. Et 110 sont recensés comme morts. C'est 10 de plus qu'il y a 2 mois à peine, lorsque je présentais ce texte devant l'Assemblée nationale et que je donnais déjà ces chiffres. La semaine dernière, le groupe terroriste Daesh a revendiqué 2 attentats suicides menés en Irak par 2 de nos jeunes compatriotes. Cela porte à 9 désormais le nombre d'individus partis de France et décédés dans des actions suicides. Même les territoires ultramarins sont concernés par ces phénomènes de radicalisation. Et cela illustre aujourd'hui les redoutables capacités d'endoctrinement de Daesh, la perversité de cette organisation barbare qui attire les étrangers dans ses rangs pour ensuite les sacrifier. Le nombre d'individus à suivre et à surveiller a explosé. Ce phénomène, nous le connaissons. D'autres pays le connaissent. Je rappelle qu'il pourrait y avoir, à la fin de l'année, près de 10 000 Européens en Syrie et en Irak. 10 000. Pour les moyens humains, le gouvernement consent, vous le savez, des efforts sans précédent. Plus de 1 000 effectifs supplémentaires pour la Direction générale de la sécurité intérieure d'ici 2017. 2 180 effectifs supplémentaires pour les autres services de renseignement, la police judiciaire, la justice et l'administration pénitentiaire. 30% de ces recrutements sont prévus en 2015 et ils ont déjà débuté, car il faut agir.
En ce qui concerne les moyens juridiques, ce texte complète les 2 lois de 2012, j'en ai dit un mot, adoptées fin 2012, après un débat de très grande qualité, première lecture d'abord, ici au Sénat, qui intégrait d'ailleurs un certain nombre des propositions qui avaient été faites et préparées par le gouvernement précédent, celui de François Fillon, et par la loi de 2014, adoptée il y a quelques mois à peine, présentée par Bernard Cazeneuve, et qui renforce l'arsenal antiterroriste. Nous devons également prendre la mesure de la montée en régime des cybermenaces, qui n'ont rien de virtuel. Ce sont des actes de sabotage et des atteintes inacceptables contre les libertés d'information et d'expression. L'acuité de la menace terroriste ne doit pas nous faire oublier les autres risques auxquels notre pays est exposé. Ce sont ces risques qui portent aussi les activités, les activités de nos services de renseignement. L'espionnage économique, qui emprunte de plus en plus la voie des cyberattaques, coûte de nombreux emplois à notre pays. Et la vigilance des services de renseignement en matière de prévention de ces prédations ne doit pas être réservée à nos fleurons industriels, aux seules filières nucléaires, aéronautiques ou de défense. Elle concerne aussi de nombreuses entreprises innovantes de taille intermédiaire qui voient trop souvent leurs perspectives de développement ruinées par une captation de leur savoir-faire. Notre stratégie de redynamisation des filières industrielles doit s'accompagner d'une lutte résolue contre l'espionnage économique. Le renseignement constitue également un outil précieux d'aide à la décision en matière de politique étrangère. Au Sahel, en Centrafrique, en Irak, notre armée répond présent. Et pour promouvoir l'action diplomatique par rapport à l'action militaire, nous employons notre appareil de renseignement extérieur au service de l'anticipation diplomatique. Et nous devons, enfin, prévenir les actions menées sur notre territoire par des groupes subversifs dont l'objectif est de se livrer à des actes de violence et de porter gravement atteinte à la paix publique. La rédaction de la loi de 1991, voulue par Michel Rocard, laissait sur ce point une grande part à l'interprétation. Ainsi, la surveillance préventive du hooliganisme violent relève parfois de la rubrique sécurité nationale, parfois de la prévention de la délinquance et de la criminalité organisée. Le principe de l'égalité, auquel vous êtes profondément attachés, exige davantage de clarté. Mais je veux le dire devant vous de la manière la plus nette. L'ajout de cette nouvelle finalité ne vise en rien à porter atteinte à la liberté d'opinion ou de manifestation. Les services de renseignement ne seront pas autorisés à surveiller les actions de défense d'une cause à partir du moment où elles sont licites. En outre, les opérations de surveillance ne seront autorisées que si elles sont proportionnées aux risques encourus. Le projet de loi qui vous est soumis détaille ainsi les finalités pour lesquelles les services de renseignement pourront demander le recours à certaines techniques de surveillance, intrusion informatique, sonorisation des lieux privés. Ces finalités, qui ont été précisées par la commission des lois, correspondent finalement aux défis et aux menaces que je viens d'évoquer. Et j'insiste sur le fait que le Gouvernement a opté pour une définition de ces motifs légaux beaucoup plus stricte, je le dis par rapport à certains commentaires, que la Convention européenne des droits de l'homme ne l'y autorise, beaucoup plus stricte. Le projet de loi reprend largement les dispositions existantes en matière d'interception de sécurité et d'accès aux données de connexion et il les modernise, car le précédent texte datait d'avant l'arrivée du téléphone portable et d'Internet. Il procède également à des ajustements pour prendre en compte les nouvelles techniques de surveillance disponibles: géolocalisation de véhicules ou d'objets, sonorisation, captation d'images ou de données informatiques dans des lieux privés. Il tient pour cela compte du cadre législatif créé en 2004 et modernisé en 2011 en matière de techniques spéciales d'enquête dans le domaine judiciaire. Ce texte fixe également pour la première fois un cadre juridique précis aux mesures de surveillance internationale auxquelles nos services procèdent depuis le territoire national. Et il s'agit d'une avancée notable par rapport à la loi de 1991 qui ne soumettait ces activités à aucun contrôle. Ceux qui parfois s'émeuvent sur les dispositions de ce texte ne se sont pas beaucoup émus de cette absence de règles depuis 1991. Le texte prévoit enfin de nouveaux dispositifs qui permettront un accès encadré
au réseau des opérateurs téléphones et Internet. Le suivi des terroristes en temps réel sur le réseau est nécessaire. C'est indispensable et il faut l'analyser comme un des éléments majeurs aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme. Car les djihadistes utilisent tous les outils du numérique pour se livrer à des actions de propagande et d'embrigadement, mais aussi pour échanger le plus souvent en adoptant des techniques sophistiquées afin d'éviter d'être repérés. C'est pour cette raison que nous avons introduit une disposition pour autoriser le recours aux algorithmes. Ils permettront de détecter les terroristes jusqu'alors inconnus, ainsi que les individus connus, mais recourant à des techniques de dissimulation. Un autre chiffre pour illustrer mon propos. Moins d'un djihadiste sur 2 avait été détecté avant son départ en Syrie. Si aucune loi, bien sûr, ne pourra jamais garantir un taux de détection et une efficacité préventive à 100%, nous devions néanmoins absolument augmenter la capacité d'action de nos services. Mais ce texte présente dans un même mouvement, et là aussi ne nous fions pas aux caricatures, ce texte présente dans un même mouvement donc de grandes avancées en matière de protection des libertés publiques. Il offre infiniment plus de garanties que le dispositif légal parcellaire actuel. Ce texte ne prévoit donc pas, je voudrais insister sur ce point, la mise en œuvre de moyens d'exception. J'avais d'ailleurs dit dans mon intervention à l'Assemblée nationale le 13 janvier que face à la menace terrorisme, il fallait évidemment une réponse exceptionnelle, mais pas des mesures d'exception. Mais il ne prévoit non seulement pas la mise en œuvre de moyens d'exception, et encore moins une surveillance généralisée des citoyens. Le recueil de renseignements sera ciblé sur les personnes qui présentent une menace réelle pour notre sécurité. Les principes de finalité et de proportionnalité, l'extension des compétences de la commission de contrôle permettront de le garantir, car toutes les opérations de surveillance menées sur le territoire national feront l'objet d'un contrôle indépendant. Elles seront portées à la connaissance de 9 personnes, parmi eux 2 hauts magistrats administratifs, 2 hauts magistrats judiciaires et 4 parlementaires, dont 2 de l'opposition. La Commission verra ses moyens renforcés pour accroître ce contrôle. C'est la garantie de son indépendance. Votre rapporteur indique que votre Assemblée y est particulièrement attachée. Le président de la CNCIS sollicitait d'ores et déjà le renforcement de la Commission à hauteur de 25 personnes. Le groupement interministériel de contrôle, service placé sous l'autorité du Premier ministre, pas de Manuel Valls, du Premier ministre, verra lui aussi ses moyens renforcés afin de pouvoir exercer ses nouvelles missions. Une première évaluation estime les moyens nécessaires à 200 personnes, contre 135 aujourd'hui, et 7 millions d'euros de budget annuel supplémentaire. Au total, pas moins de 250 personnes seront ainsi dédiées aux fonctions de contrôle, sans compter les moyens de validation des décisions internes à chaque service. J'ai d'ailleurs saisi l'Inspection générale des services de renseignement afin qu'elle fasse des propositions concrètes sur la mise en œuvre des garanties prévues par cette loi. La délégation parlementaire au renseignement sera bien sûr destinataire des conclusions de ces travaux. Une extension modérée du nombre de personnes à qui l'on peut déléguer l'autorisation d'une procédure, aussi bien au cabinet des ministres que dans celui du Premier ministre, est nécessaire. C'est la conséquence logique de la généralisation des procédures d'autorisation et de l'impératif de continuité opérationnelle 365 jours par an en cas d'urgence, et il y a des urgences. Mais je veux répondre expressément aux questions soulevées par le président de la délégation parlementaire au renseignement, Jean-Pierre Raffarin. Un lien de confiance direct continuera de relier l'autorité politique et le délégataire. La responsabilité ne peut pas être diluée, donc elle ne sera pas diluée. Et je salue l'amélioration rédactionnelle adoptée, monsieur le rapporteur, par la commission des lois sur ce point comme sur bien d'autres. Et le gouvernement est d'avis de soumettre les demandes de données de collection les plus lourdes au visa du ministre. Ce contrôle administratif, qui s'ajoute aux dispositifs existants, DPR, inspection des services de renseignement, est lui-même complété
par un contrôle juridictionnel. C'est une nouveauté et un progrès. Ce contrôle sera confié au Conseil d'État. Pour la première fois, un juge pourra ainsi enjoindre à l'exécutif de cesser une opération de surveillance, voire de détruire les renseignements recueillis et d'indemniser les victimes éventuelles. Et on ne pourra pas lui opposer le secret de la défense nationale. La France, soyons fiers, disposera donc désormais d'un dispositif de contrôle des services de renseignement global cohérent et digne d'un État démocratique, avec son droit, ses valeurs et sans comparaison possible avec je ne sais quelle décision prise outre-Atlantique. Le gouvernement a élaboré, avec l'avis du Conseil d'État, un projet de loi équilibré et qui se veut efficace. Il s'agissait d'une part, bien sûr, de contribuer au renforcement de la sécurité des Français, ils nous le demandent, tout en protégeant leurs libertés individuelles, c'est une exigence. Il s'agissait d'autre part de préserver la distinction entre ce qui relève du judiciaire et ce qui relève de l'administratif. Sur certains sujets, notamment la prévention du terrorisme ou la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, vous le savez, ceux qui suivent notamment ces questions, la frontière entre renseignement et judiciaire n'est pas toujours simple à tracer, mais elle existe. Et nous devons veiller à maintenir cette séparation, même si, comme tout fonctionnaire, les personnels des services de renseignement sont tenus d'aviser le procureur de la République des crimes ou de délits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce même désir de veiller à un double équilibre entre sécurité et liberté, entre administratif et judiciaire, qui a guidé l'Assemblée nationale et la commission des lois. Et je veux de nouveau saluer son travail et celui de son président pour ce qui concerne le Sénat, Philippe Bas, également rapporteur du texte. Grâce au travail parlementaire, le projet du gouvernement a été amendé, précisé sur plusieurs points, afin de dissiper les ambiguïtés et d'apporter de nouvelles garanties lorsque cela est apparu nécessaire. Ainsi, lors de l'examen du texte en commission, la possibilité de recourir à la procédure de l'urgence absolue a été restreinte à 2 finalités. L'autorisation de recueil en temps réel des données de connexion des terroristes a été réduite à 2 mois et les modalités de recours aux dispositifs techniques de proximité de type MC4Share ont été reprécisées. S'agissant des surveillances en milieu pénitentiaire, notamment en matière de prévention du terrorisme ou des activités de criminalité organisée, le Sénat a souhaité examiner la question en détail, comme l'avait fait l'Assemblée nationale. La commission des lois préconise d'aller au-delà du droit positif actuel qui permet aux chefs d'établissement pénitentiaire de procéder à des surveillances pour la préservation du bon ordre au sein de l'établissement et la prévention des évasions. Le gouvernement, la garde des Sceaux s'exprimera au cours du débat, considère comme une voie particulièrement intéressante de prévoir par une base législative les modalités de coopération entre l'administration pénitentiaire et les services de renseignement. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis certain que les échanges constructifs que vous allez avoir dans les prochains jours avec les ministres de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur permettront d'enrichir encore ce texte et d'apporter des améliorations substantielles. Le gouvernement participera bien sûr à ce débat en déposant ou en soutenant des amendements. Ainsi, pour donner aux services la latitude dont ils ont besoin, le gouvernement souhaite que le délai de conservation des données de connexion s'établisse à 4 ans. Ils étaient de 5 ans dans le projet adopté par l'Assemblée, mais il a été réduit à 3 ans par la commission des lois. De récentes affaires ont pourtant prouvé l'utilité d'une telle disposition pour retracer le parcours des terroristes. Il est important également que le délai de conservation des correspondances recueillies par le biais d'interceptions de sécurité soit maintenu à 30 jours, comme l'a voté la Commission. Ces 30 jours sont nécessaires, car il est souvent utile de réécouter plusieurs fois les enregistrements pour décoder des propos énigmatiques après recoupement de certaines informations. Un amendement vous sera ensuite proposé afin de préciser les modalités de centralisation des données recueillies au moyen d'un dispositif technique de proximité de type MC4Share. S'il est en effet indispensable que le GIC ou la CNCTR disposent des éléments recueillis afin d'en faire un contrôle exhaustif, les services doivent quant à eux pouvoir continuer à les exploiter de manière opérationnelle. Une centralisation directe et exclusive des informations recueillies par le GIC n'est donc pas souhaitable. En revanche, une copie de contrôle
sera systématiquement adressée au GIC par les services et sera ainsi à la disposition permanente de la CNCTR. Je connais les débats qui entourent certaines dispositions et le Gouvernement vous soumettra également des amendements visant à apporter des garanties supplémentaires. À titre d'exemple, s'agissant des opérations nécessitant une intrusion domiciliaire, il vous sera proposé de prévoir une saisine automatique du Conseil d'État dès lors qu'un avis défavorable de la CNCTR n'aurait pas été suivi. La plus haute juridiction administrative française, faut-il encore le rappeler, aurait alors 24 heures pour se prononcer sur la validité de l'autorisation accordée par le Premier ministre ou par un de ses délégués. Par ailleurs, s'agissant des algorithmes visant à détecter les signaux faibles sur les réseaux des opérateurs de téléphonie et Internet, il vous sera proposé d'apporter de nouvelles garanties, à savoir la destruction rapide de toutes les données concernant des personnes sur lesquelles les recherches complémentaires effectuées n'auraient pas confirmé le lien avec le terrorisme. Enfin, un amendement du Gouvernement visera à préciser l'article relatif aux mesures de surveillance internationale. Les procédures d'encadrement du recueil et de l'exploitation des données seront notablement explicitées. Il en va de même pour les modalités spécifiques de contrôle par la Commission et le recours juridictionnel. Ainsi, soyons précis là aussi, dès qu'un numéro d'abonnement ou un identifiant sera rattachable au territoire français, les correspondances seront exploitées selon les mêmes règles que si elles avaient été émises sur le territoire national. Je profite, merci Monsieur le Président, de cette occasion pour rappeler que la DGSE, comme la plupart des grands services de renseignement extérieur, dispose de capacités d'interception portant exclusivement sur les communications internationales et que leur exploitation s'exerce dans les limites des finalités prévues aujourd'hui par la loi de 1991 et demain par ce texte. C'est conforme aux missions de ce service et c'est indispensable pour la sécurité et la souveraineté de notre pays. Et contrairement à ce qui peut être dit ou écrit, la DGSE n'exerce pas non plus de surveillance massive des Français et n'a pas accès au centre de stockage des opérateurs. Elle ne procède à aucune interception des communications échangées sur le territoire français en dehors des interceptions de sécurité légale. Ce projet de loi constituera, j'en suis certain, un progrès important pour les services de renseignement. Ils le demandent d'ailleurs pour leur propre protection comme pour notre démocratie. Mais il ne constitue pas un aboutissement. Les mécanismes et procédures prévus par ce texte devront vivre avec la même force et le même caractère protecteur que la loi de 1991. Celle-ci a joué son rôle de garde-fou avec efficacité. J'ai bien noté que les amendements ont été déposés par les sénateurs afin d'engager une réflexion sur le contrôle des fichiers des services de renseignement. La présidente de la CNIL le demande par ailleurs avec insistance. La CNIL peut déjà exercer le contrôle individuel de ces fichiers à la demande de tout particulier à travers l'exercice du droit personnel d'accès. Mais, et je veux insister sur ce point, nous devons nous garder de bouleverser les équilibres des lois de 1978 et de 1991 et veiller à ne pas installer de mécanismes de contrôle d'un même objet par deux autorités administratives différentes et susceptibles de devenir concurrentes. Nous devons également garantir la protection des sources humaines et le bon fonctionnement de la coopération internationale. En revanche, il est possible de développer une politique de contrôle interne plus dynamique des fichiers de renseignement en lien avec la délégation parlementaire. Et je confierai au second semestre une mission à l'inspection générale des services de renseignement pour étudier cette question. Nous devons également aborder le sujet de la coopération entre les services. Des progrès ont été faits, je le disais, au cours des dernières années, notamment à l'initiative du coordonnateur national du renseignement. Des mutualisations ont été engagées, en particulier dans le domaine technique. Sur le plan opérationnel, souvent à l'initiative des ministres de la Défense et de l'Intérieur, les relations entre services se sont améliorées et nous ne pouvons que nous en féliciter, c'est indispensable pour lutter contre le terrorisme. Je salue ainsi la création en cours, au sein des locaux de la DGSI, d'une task force exclusivement dédiée à la problématique des filières djihadistes syro-irakiennes. Composée de membres des 6 services de la communauté de renseignement, elle devrait prochainement associer des représentants du service de renseignement territorial et de la DRPP, en anticipation peut-être d'une ouverture de la communauté du renseignement à ces deux nouvelles administrations. Les progrès sont sans doute encore possibles. Ils sont en tout cas indispensables afin d'éviter des doublons et des pertes d'informations dont on imagine à quel point elles seraient préjudiciables.
Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce texte mérite, et je sais que ce sera le cas ici, une discussion à la hauteur de son importance. Je souhaite qu'il recueille bien sûr un large soutien, car je considère que sur des sujets aussi importants pour la sécurité et la liberté de nos concitoyens, les principales forces politiques doivent être capables de concertation et d'esprit de responsabilité. C'est en tout cas l'exigence de nos compatriotes. Et pour conclure, je reprendrai les mots prononcés le 13 juin 1991 par Édith Cresson, Premier ministre, qui défendait alors la loi relative aux interceptions de sécurité. Elle disait « De plus en plus de responsables politiques souhaitaient faire la lumière. Il ne manquait que la volonté, voire le courage politique. C'est pourquoi nous avons choisi de débattre sur cette question de la façon la plus démocratique et la plus incontestable qui soit, c'est-à-dire par la loi. Aujourd'hui, disait-elle, le gouvernement vous invite à franchir le pas. 24 ans plus tard, nous relevons le défi et nous vous invitons, et c'est un honneur pour moi, de nouveau, à franchir le pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur le Président Philippe Bas, rapporteur de la Commission des lois. Vous avez la parole, Monsieur le Président, pour le rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les ministres, chers collègues, en abordant ce débat, j'ai à l'esprit une longue histoire qui a fait du Sénat l'un des fondateurs de la République moderne et le plus farouche défenseur des libertés publiques. D'où que nous siégions, nous faisons nôtre l'héritage de Victor Hugo, comme ceux de Victor Schœlcher, d'Auguste Scheurer-Kestner, et aujourd'hui celui de Robert Badinter, sans pour autant récuser Georges Clemenceau ou Michel Debré. Le Sénat, c'est la République dans toutes ses dimensions. C'est la liberté et c'est l'autorité. La régulation des activités de renseignement soulève de nombreuses questions qui mettent en jeu nos droits fondamentaux. Puisse la grande tradition du Sénat libéral et républicain nous inspirer les bonnes réponses. Ce débat va nous conduire au cœur de notre contrat social. Les questions auxquelles nous devrons répondre sont bien sûr d'essence politique. Dans leurs principes, elles ne sont certes pas nouvelles, mais elles se posent aujourd'hui à propos de nouveaux moyens d'intrusion dans la vie privée. Ces moyens sont fondés sur des techniques de surveillance en pleine évolution. Ils ont déjà gravement défrayé l'actualité mondiale dans un contexte d'insécurité dont le Premier ministre, à juste titre, n'a pas manqué de rappeler à l'instant la gravité et l'actualité. Comment renforcer la sécurité sans mettre en péril la liberté? Comment assurer l'efficacité d'une action de renseignement qui postule le secret, tout en la soumettant à des limites qui imposent de porter sur elle un regard extérieur? Face à ces questions, la République n'est pas dénuée d'expérience. Elle a depuis longtemps inventé une méthode. Cette méthode consiste à approfondir l'état de droit en nous appuyant sur nos institutions et nos procédures légales et en refusant l'arbitraire de textes d'exception où la fin justifierait les moyens, où l'urgence s'imposerait au droit, où nécessité ferait loi. L'exigence de Sénat, celle dont je suis, comme vous tous, porteur, c'est d'inscrire cette loi dans le droit commun. C'est ainsi
que nous resterons fidèles aux équilibres posés par la Déclaration de 1789, qui a su proclamer les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, tout en fixant immédiatement des bornes à ces droits pour, je la cite, dans sa belle langue, défendre les actions nuisibles à la société. Ce projet confronte les intérêts fondamentaux de la nation ainsi que la sauvegarde de vie humaine à des exigences aussi fortes que le respect de la vie privée et la garantie des libertés fondamentales. Il n'y a certes pas d'impératif plus élevé que la sauvegarde de la vie humaine. Mais le combat pour la sécurité ne peut justifier que des atteintes aux droits et libertés strictement et évidemment nécessaires. Le projet de loi a pour but de donner un cadre légal aux services de renseignement pour prévenir des crimes et défendre nos intérêts nationaux. Ce faisant, il ne donne aux acteurs du renseignement aucun moyen supplémentaire. Ce n'est pas son objet. Ce texte a été accusé tour à tour d'autoriser une surveillance de masse au profit de l'État, d'imiter le Patriot Act de George Bush, de tenir le juge à distance, de légitimer par avance l'arbitraire policier. Pour excessif qu'il soit parfois, les réquisitoires que nous entendons sont salutaires en démocratie. Ils constituent autant d'anticorps venant de la société pour que notre État de droit résiste à l'inoculation de réflexes toxiques pour nos libertés fondamentales. Nous voyons bien les insuffisances de ce texte. Nous voulons les corriger. Mais sa conception et son architecture reposent sur des fondements solides qui ne contreviennent en rien à la tradition républicaine. Jamais nous ne pourrions soutenir un projet qui ressemblerait à la caricature que certains en ont faite. Pour répondre aux inquiétudes, nous devons faire ensemble de ce texte une grande loi républicaine. Il va nous falloir déterminer avec rigueur l'étendue des pouvoirs conférés aux services de renseignement. Il nous reviendra de prendre position sur les bornes que l'autorité publique peut légitimement assigner à la liberté et au respect de la vie privée. Ce ne sera pas la première fois. Ce n'est pas chose facile, c'est un choix de responsabilité et de mesure. Il nous confronte à la nécessité d'accepter des concessions pour la défense des intérêts collectifs sans renoncer à l'absolu que la liberté représente pour nous. Face à une question aussi cruciale, toute pression instrumentalisant le terrorisme serait évidemment déplacée. La lutte contre le terrorisme ne permet pas tout et n'excuse pas tout. Ce texte très important n'est d'ailleurs pas une réaction aux crimes terroristes commis en janvier dernier. Il est issu du travail de la délégation parlementaire au renseignement. Il tient compte aussi des réflexions de notre commission d'enquête sur le djihadisme. La République n'aurait que faire d'instaurer une surveillance de masse. La mission des services de renseignement va être mieux définie. Votre commission y a veillé. Il s'agit de prévenir des crimes et des délits, d'empêcher des violences et des attentats, de faire échec à des menaces sur nos intérêts nationaux les plus fondamentaux, économiques et scientifiques, et de promouvoir ces intérêts par l'action extérieure. Rien de plus, et c'est déjà beaucoup. Repérer ce qui nous menace n'implique qu'une surveillance ciblée, exactement le contraire d'une surveillance de masse, laquelle ne serait que perte de temps et gaspillage de ressources par rapport aux objectifs poursuivis. Tout ce qui pourrait s'en rapprocher doit naturellement être évité, et c'est le rôle du Sénat d'y veiller. Avec ce projet de loi, il s'agit d'introduire des garanties pour nos concitoyens là où il n'y en a pas, de passer du non-droit au droit. Certainement pas de créer une surveillance sans limite ni contrôle. Au contraire, le souci de prévenir ce risque justifie l'intervention du législateur. La loi restreindra les possibilités de surveillance de l'État en instituant des règles et des contrôles qui n'existaient pas. L'encadrement des techniques de renseignement apparaît nécessaire à plusieurs stades. Lors de l'autorisation des actions de renseignement en fonction de finalités et de critères précis, au moment de la mise en œuvre des techniques et enfin par l'intervention d'un juge
chargé de faire respecter nos droits fondamentaux. Je vous propose une ligne directrice simple. Plus les techniques de renseignement utilisées seront intrusives, plus les garanties devront être importantes. Les écoutes téléphoniques sont déjà réglementées par la loi de 1991 qui les soumet à une autorisation du Premier ministre ou de son représentant, sur avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. La réforme s'inspire de ce dispositif en l'étendant et en l'adaptant à tous les services de renseignement et à toutes les techniques de renseignement. Votre commission des lois a recentré la notion d'entourage en matière d'écoute, limité dans le temps le recours aux IMSI catcheurs, restreint les données susceptibles d'être collectées par ces dispositifs aux seuls numéros de boîtier de téléphone et de carte SIM, en excluant les fadettes. Elle a aussi précisé que le recueil de données en temps réel pour les personnes présentant une menace terroriste serait soumis à un examen au cas par cas, la procédure d'urgence étant alors exclue. Par ailleurs, elle a étroitement circonscrit la définition de la technique de l'algorithme et resserré les conditions du recours à cette technique. Elle a aussi prévu une durée d'application plus limitée dans le temps, 2 mois, le renouvellement du dispositif étant assorti de conditions afin d'encadrer davantage le recours à ces traitements automatisés qui focalisent les inquiétudes. Et pour les techniques les plus intrusives, comme l'accès au disque dur d'un ordinateur, la sonorisation ou la captation d'images, votre commission a également renforcé les garanties prévues par le texte. Une fois autorisées, les techniques de renseignement doivent être mieux contrôlées. Votre commission des lois a voulu imposer la pleine application du principe de légalité aux techniques de renseignement pour sortir du non-droit. Le système que nous proposons a pour but de prévenir les surveillances illégales et, si une transgression était constatée, d'obtenir une annulation rapide. Par exemple, dans le cas où la procédure n'a pas respecté la loi, ou si la finalité de la surveillance n'est pas légale, si la motivation est insuffisante, si les mesures ne sont pas strictement proportionnées aux fins poursuivies, ou encore si la conservation des données excède la durée de l'autorisation. Nous avons défini avec précision le cahier des charges de la légalité en matière de renseignement. La Commission l'a inscrit au premier article du texte. Il s'imposera aux services spéciaux dans leur action, à la Commission nationale de contrôle dans l'évaluation des demandes d'autorisation et dans l'accomplissement de sa mission de contrôle, au Premier ministre dans sa décision et, bien sûr, au Conseil d'État dans l'appréciation qu'il fera de la légalité des autorisations et de la régularité des actes des services de renseignement. Il faut que le contrôle soit effectif. Et pour qu'il le soit, une autorité indépendante doit être instituée afin de vérifier que les conditions légales sont réunies préalablement à toute utilisation des techniques de renseignement. Il faut que cette autorité soit dotée de pouvoirs d'investigation étendus. Si l'urgence doit être prise en compte, elle doit être tellement exceptionnelle et tellement contrôlée qu'elle ne puisse vider la procédure de droit commun de sa substance. L'indépendance de la Commission vis-à-vis du gouvernement doit être assurée par sa composition, ses moyens d'action, ses prérogatives et son accès aux données recueillies. Sur tous ces points, votre commission des lois a souhaité et inscrit des garanties supplémentaires. Composée de 9 membres, la commission s'inscrira dans la séparation des pouvoirs, puisqu'elle sera constituée de représentants du pouvoir législatif et du pouvoir juridictionnel, sans aucune représentation du pouvoir exécutif. De plus, Jean-Pierre Raffarin et moi-même avons déposé une proposition de loi organique soumettant la désignation du président de la CNCTR à un vote des commissions compétentes des 2 assemblées.
en application de l'article 13 de la Constitution, et cela pour conforter son indépendance. Une fois l'avis de la Commission nationale rendu, le Premier ministre doit prendre sa décision. Comme aujourd'hui, on peut penser qu'il suivra généralement l'avis de la Commission. Et cela d'autant plus que le contrôle du Conseil d'État sera devenu effectif. Il n'y a pas mieux que l'anticipation de la sanction pour garantir le respect du droit. Compte tenu du nombre de demandes à traiter, il est normal que le Premier ministre puisse déléguer sa décision à des collaborateurs directs, comme c'est déjà le cas en matière d'écoute téléphonique. Mais prenons garde à ne pas laisser se constituer à Matignon, dans les ministères concernés et dans les services de la Commission nationale, un véritable corps de professionnels spécialisés dans le droit du renseignement, agissant en initié. La décision d'autorisation ne saurait être bureaucratique, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, elle engage la responsabilité de l'autorité publique sous le contrôle ultime du Parlement. Pour inscrire pleinement la régulation des activités de renseignement dans un cadre légal, la question du juge et de ses pouvoirs est sans doute la question essentielle. Elle n'a peut-être pas été suffisamment discutée jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'état de droit sans l'intervention d'un juge. Au juge de l'autorité publique revient la mission de soumettre l'action publique au respect de la légalité et de suspendre ou d'annuler ses excès de pouvoir. Au juge pénal revient de sanctionner les crimes et délits, y compris s'ils ont été commis par un agent de l'autorité publique dans l'exercice de sa fonction, en pénétrant irrégulièrement dans un domicile ou en interceptant illégalement des correspondances. Ce modèle présente de nombreux avantages et je le défends sans complexe. Il a le mérite d'être le plus complet. Il couvre la prévention autant que la répression et la réparation. La police administrative, à laquelle se rattache l'activité du renseignement, c'est l'action préventive de l'État contre le crime et la délinquance, pour l'empêcher. Dans le cas de la police préventive, des vies sont parfois en jeu. Il faut agir vite, sur le fondement d'éléments parfois minces. On mesure, avec la lutte contre le terrorisme, à quel point cette mission régalienne est vitale, car elle vise en dernier ressort à empêcher des crimes aussi abominables que ceux commis en janvier. Mais elle doit être soumise au principe de légalité, sous le contrôle de son juge, pour que la fin, aussi noble soit-elle, ne justifie que l'engagement de moyens légaux et proportionnés. Votre commission des lois a tenu à renforcer cette exigence en rendant le contrôle du Conseil d'État effectif. Il ne l'était pas. Et cela sans pour autant entraver l'action publique quand elle respecte la loi. Il faut que le juge puisse facilement être saisi en cas d'abus. Si l'on veut vraiment donner au Conseil d'État un rôle régulateur, il faut qu'il soit amené à se prononcer assez souvent. C'est pourquoi votre commission des lois a prévu qu'il suffirait de 3 membres de la Commission nationale pour contester une mesure de surveillance devant la haute juridiction. Le Conseil d'État verra ainsi ses pouvoirs renforcés. Il pourra suspendre les mesures contestées, les annuler, ordonner la destruction des renseignements recueillis, indemniser les victimes d'une surveillance irrégulière. La trame de ces décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée permettra d'établir progressivement un guide précis de la légalité des autorisations données aux services spéciaux auxquels le Premier ministre devra se soumettre. Chacun doit être bien convaincu, à commencer par les agents des services spécialisés eux-mêmes, que le Conseil d'État, à partir d'un accès illimité aux pièces du dossier, pourra intervenir vite et fort en annulant les actes qu'il aura jugés illégaux et en ordonnant la destruction de tous les documents et informations irrégulièrement réunis. La loi devra aussi reconnaître la place essentielle du juge pénal, que la Commission nationale et le Conseil d'État devront pouvoir saisir. En donnant sous de strictes conditions
Un cadre légal à des pratiques de renseignement aussi intrusives et exceptionnelles que la pose de micros dans des domiciles ou des bureaux, l'installation de balises dans des véhicules ou la captation à distance des données du disque dur d'un ordinateur, la loi rejettera dans la catégorie des délits les mêmes agissements mis en œuvre en dehors de ce cadre. Elle ouvrira ainsi un nouveau champ d'action au juge pénal pour condamner et punir toute dérive illégale d'agents des services spécialisés. Tout ce qui n'entre pas dans le cadre légal pourra désormais relever du délit d'atteinte au respect de la vie privée ou de violation du domicile. La commission a souhaité que la loi le dise expressément. Nous avons aussi voulu asseoir l'autorité de la Commission nationale en instaurant un délit d'entrave sanctionné par le juge pénal si un service de l'État refuse de répondre à ces demandes. Enfin, si l'objet d'une demande de surveillance par une technique de renseignement relève en réalité de la police judiciaire, la demande devra être réorientée vers le procureur pour déclencher une enquête judiciaire. Le Sénat aura à trancher de nombreuses autres questions. La protection des journalistes et des avocats et des parlementaires, le rôle du renseignement pénitentiaire, les délais de conservation des renseignements recueillis par les services, l'étendue et la portée du nouveau fichier antiterroriste, le cantonnement des procédures d'urgence à des situations réellement exceptionnelles, la mission spécifique des parlementaires dans la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la place des lanceurs d'alerte. Dans tous les cas, nous aurons à le faire en défenseurs des libertés, mais aussi avec le souci de l'efficacité de l'action publique, conscient de l'importance des enjeux d'intérêt national que nous avons à relever. Fidèle à sa tradition, le Sénat entend ainsi être une fois de plus au rendez-vous de l'état de droit. Merci. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, merci Monsieur le Président. La parole va être maintenant au président Jean-Pierre Raffarin, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, liberté et sécurité, la dialectique n'est pas au fond nouvelle. Mais placer les activités des services de renseignement dans un cadre défini par le législateur constitue une marque de maturité pour une démocratie et un progrès considérable de l'état de droit. La démarche, Monsieur le Premier ministre, est ambitieuse. Le législateur doit agir en responsabilité, son action est nécessaire et, me semble-t-il, il est parvenu, au terme du travail en commission, à un équilibre raisonnable. La démarche entreprise est ambitieuse, il faut le souligner. Nous saluons, Monsieur le Premier ministre, cette ambition, d'autant qu'elle n'est pas toujours présente dans tous les textes qui nous sont ici présentés. Cependant, nous le notons pour ce texte, car longtemps on a considéré qu'un tel texte risquait d'affaiblir les capacités des services. Or, ce risque, selon moi, n'est pas avéré si l'on procède avec précaution. Dans une société démocratique, marquée par la liberté de communication et le renforcement du droit, c'est l'absence de cadre légal qui constitue un risque. Légiférer, asseoir la légitimité des services, mieux faire comprendre leur mission, ce n'est donc pas, de mon point de vue, les affaiblir, mais au contraire les renforcer. Mes chers collègues, pensez une seconde à l'état de notre République à laquelle nous sommes attachés si un criminel terroriste, après avoir multiplié des méfaits, étant sorti de ses aventures de manière positive quant à sa santé, faisait un procès aux instances de la République et arrivait à gagner au procès parce que les services auraient employé des techniques illégales.
quel ridicule la République devrait affronter. Je pense que nous devons légiférer en la matière pour protéger l'action de nos services. Légiférer n'est évidemment pas chose facile, car le législateur doit agir en faisant preuve d'une double responsabilité. Responsabilité à l'égard, évidemment, de nos concitoyens qui doivent bénéficier d'une politique efficace du renseignement, de nature à les protéger contre des risques graves de déstabilisation ou d'attentats, sans que soit mis en place un système abusivement intrusif. Responsabilité aussi à l'égard des services de renseignement, des fonctionnaires et militaires qui les servent, qui effectuent un travail, disons-le ici à cette tribune, remarquable, la plupart du temps dangereux, dans des conditions toujours difficiles et dont les succès sont par construction voués à rester dans l'ombre quand il y a un certain nombre de difficultés et sans jamais être mis en valeur quand il y a réussite. Ces agents aspirent à œuvrer pour la France dans un cadre juridique stable, solide, légitime, mais qui garantisse aussi l'efficacité et la confidentialité des opérations qu'ils conduisent. Tous seront donc questions dans ce texte et dans nos débats, dans les procédures qui vont être mises en œuvre, de la recherche de l'équilibre. Ce texte était attendu évidemment de longue date. Il n'est en réalité exceptionnel que parce qu'il est le premier du genre dans notre pays et qu'il met fin à une exception parmi les démocraties avancées. Ce texte est également nécessaire pour répondre à l'évolution des menaces, évidemment, et servir principalement, et c'est là l'essentiel, les intérêts du pays. Telle est l'opinion de votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Ce texte réaffirme la notion de politique publique du renseignement et la précise en s'appuyant sur deux notions très importantes définies par le législateur, la stratégie de sécurité nationale, d'une part, et d'autre part, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux du pays. Ça, je crois, c'est très important. Stratégie de sécurité nationale et, d'autre part, défense et promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Ce texte pose également la qualité première de l'État en la matière, compétence exclusive de l'État en ce domaine. Le sujet dont nous parlons est un sujet de compétence exclusive de l'État. Et il consolide donc l'importance de l'organisation, de la réorganisation, devrais-je dire, qui a été engagée dans l'organisation de nos services. Ce projet de loi a le mérite de rappeler que les missions et les finalités pour lesquelles ils peuvent recourir, les services, à des techniques spécifiques, sauf exception, ne se limitent pas à la seule prévention du terrorisme. C'est, je crois, un point important que nous aurons à débattre en ce qui concerne les finalités. Le spectre des menaces est en effet beaucoup plus large et inclut notamment la lutte contre toute forme d'ingérence étrangère, contre l'espionnage industriel et scientifique dont on ne parle pas suffisamment, et contre la criminalité et la délinquance organisée. On est très focalisé sur le terrorisme, mais pensons à l'élargissement des finalités. En outre, l'action des services s'étend à la collecte d'informations destinées à permettre aux autorités de notre pays d'effectuer en toute autonomie les choix nécessaires à la conduite de la politique étrangère et vraiment, ce qui est fondamental aussi, Monsieur le ministre, à la politique de défense du pays. Je voudrais dire qu'il est rare qu'au fond, dans notre pays, on puisse renforcer la République en affaissant l'exécutif. Et de ce point de vue-là, sur tout ce qu'est le régalien, il est important que nous soyons rassemblés pour qu'il puisse disposer, le régalien, des outils nécessaires à l'exercice de son autorité. L'extension, évidemment, à des nouvelles techniques est nécessaire pour l'ensemble de nos pratiques. Les menaces se sont amplifiées et leur mode d'action devient maintenant, chacun le constate bien, extrêmement sophistiqué. Et celui qui ne se dote pas de moyens d'action performants se place en situation de faiblesse. Il est donc très important de préserver les capacités des services en les autorisant à recourir à des techniques modernes de recueil de renseignements. Il y a là une course dans laquelle l'autorité ne peut pas accepter une position de recul ou de retrait. Encore faut-il
que l'usage de ces techniques s'inscrive évidemment dans un cadre légal qui le limite et qui garantisse la protection contre les atteintes abusives à la vie privée et aux libertés. C'est évidemment une mission historique du Sénat. Philippe Bas, président de notre commission des lois et rapporteur, l'a démontré tout à l'heure avec talent, précision et rigueur. Il ne s'agit pour nous donc non pas d'une loi d'exception, elle n'a d'exceptionnel que d'intervenir dans un domaine non encore saisi par le droit. Le texte qui vous est soumis a donc, de mon point de vue, réussi à parvenir à un équilibre satisfaisant, raisonnable et globalement responsable. Nous avons, pour ce faire, déposé un certain nombre d'amendements au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et nous avons apprécié que la grande commission des lois de notre République, ici au Sénat, ait bien voulu accepter les amendements de la Commission de la politique des affaires étrangères. Et au total, et j'en remercie le président rapporteur et tous les membres, Monsieur Sueur, de la Commission, de l'opposition comme de la majorité, qui font qu'on a eu sur ce sujet une coopération constructive et fertile. Et c'est, je crois, une des conditions de mobilisation pour ce texte, car je rejoins le Premier ministre sur ce sujet. Il est clair que sur des questions de cette nature, l'autorité d'un texte dépend aussi de la qualité de la majorité qui le vote. Je me souviens, en son temps, d'un texte sur le voile à l'école qui a fait autorité, qui a pu avoir cette autorité parce que, autour du gouvernement de l'époque, il y avait eu un rassemblement qui permet de donner à un texte une large autorité. Je veux dire que, sur ce point, on a vu, avec la Commission des lois, un certain nombre de progrès très importants enregistrés. On a pris en compte la notion d'intérêts fondamentaux de la nation. Ça, je crois que c'est essentiel, les intérêts fondamentaux de la nation, dans la définition des missions et des finalités. On a redimensionné la CNCTR. On a entendu un peu, dans les différentes auditions, l'avis des gens engagés et des responsables des différentes autorités. Plus une autorité est nombreuse, moins elle est efficace en général. Une CNCTR de 9 membres serait meilleure, de notre point de vue, qu'à une CNCTR de 13 membres. On a conforté la légitimité de son président et son indépendance par la loi organique que nous avons proposée avec Philippe Bas, qui donnera donc au Sénat la possibilité de participer à la légitimité de la désignation du président. On a revu la durée de conservation des correspondances interceptées pour qu'elle soit raisonnable. On a limité un angle mort dans la capacité d'agir des services par l'interdiction absolue de procéder à la mise en place de certains dispositifs lorsque des personnes visées appartiennent à des professions protégées, ce qui fournit quelquefois des couvertures faciles pour des agents étrangers, des terroristes ou des criminels. On a recadré, de notre point de vue, ce dispositif. Ça nous paraît être un progrès. On a rendu aussi plus intelligibles les dispositions relatives à certaines techniques et on a actualisé la rédaction des dispositions relatives à la délégation parlementaire au renseignement. Cette délégation nous paraît être un lieu responsable, lié par le secret défense, pour pouvoir débattre avec l'exécutif des questions les plus sensibles sur ces sujets. Le travail en séance publique consistera à parfaire donc un certain nombre de points qui sont encore en discussion. Je vous présenterai certains amendements sur lesquels il me semble utile que le Sénat entier puisse prononcer l'exercice de sa responsabilité. Première préoccupation, les intérêts de la politique étrangère dans la qualification du texte par l'épithète essentiel. Ça me paraît dangereux tel que c'est actuellement défini, car, Monsieur le Premier ministre, dans ce domaine, seul l'exécutif doit assurer une réelle prééminence pour définir ce qui est essentiel dans la politique étrangère du pays. Seconde préoccupation, la nature de la délégation du pouvoir d'autorisation du Premier ministre à certains de ses collaborateurs. Vous avez fait dans votre intervention une avancée, je pense que c'est utile et nous allons travailler de manière positive sur ce sujet, mais spontanément, l'idée d'avoir 6 personnes à Matignon, plus un certain nombre d'autres, qui dans les différents cabinets peuvent intervenir à la place de l'autorité politique, tout ceci nous paraît
pouvoir être dangereux si les personnalités ne sont pas en responsabilité avec des délégations. Car au fond, quand on est membre du cabinet du Premier ministre, on a naturellement des responsabilités. Si on pouvait être désigné, et pour le moment, dans le texte, il n'y avait pas de précision de cette délégation. Moi, très franchement, je vais vous dire le fond de ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on ne risque pas grand-chose avec ce texte, avec les pouvoirs publics. Les systèmes de contrôle, les systèmes d'évidence sont, de mon point de vue, pour les pouvoirs publics responsables. Ce que je crains le plus, c'est compte tenu de l'accès à ces technologies, qui ne coûtent pas cher, c'est que des agents privés viennent se servir de toutes ces techniques et organisent dans notre société, avec des officines, des dispositifs qui, à l'extérieur de là, eux sans contrôle, eux sans aucune éthique, puissent venir dans notre société chercher à déstabiliser telle entreprise, telle organisation, tel parti politique ou tel autre. C'est ça qui me préoccupe d'une certaine manière le plus. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait un certain nombre de gens qui puissent trouver une filière en ayant eu des nominations à un moment ou à un autre qui leur donnent accès à un certain nombre de responsabilités et qu'on retrouve 2 ans après en train de proposer leurs services à telle ou telle organisation ou à telle ou telle structure. Je pense que moi, je crois à l'éthique de l'État, je crois aux responsabilités. Si les gens sont délégués et dans un système responsable, je ne crains pas. Si les choses étaient moins précises et si les délégations étaient plus conflues, je serais très inquiet. J'ai noté, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, une orientation qui peut nous permettre d'avoir un accord. Troisième sujet, c'est la préoccupation qu'on peut avoir sur la protection du secret de la défense nationale. Ce secret défense, je vois qu'on pourrait y avoir accès de manière escalitée. Alors, je comprends bien le côté subversif de cette réflexion et de pouvoir penser qu'un certain nombre de hautes autorités juridiquement compétentes puissent avoir escalité l'habilitation. Mais l'habilitation, c'est une procédure de droit commun et y déroger doit rester assez exceptionnel. Si le secret défense, si on veut le protéger, et quand on le protège, on protège l'information, mais on protège aussi la personne qui est détenteur de ce message ou de ces informations. Et donc les dépositaires comme le message et les institutions peuvent se trouver protégés. Avoir accès au statut d'habilitation de secret défense sans qu'on ait eu les procédures d'habilitation, ça pose un petit problème. Je ne ferai pas de ce sujet un sujet de rupture majeure, mais je veux attirer l'attention des uns des autres et je demande la compréhension de Monsieur le ministre de la Défense sur le fait que le secret défense, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, simplement par un statut, c'est quelque chose qui est lié à des fonctions et qui engage la responsabilité. Et s'il y a un statut de droit commun, il faut veiller à ce que ce statut puisse avoir le minimum de dérogation possible. Enfin, je voudrais vous dire que ce qui nous paraît aussi très important, c'est que l'efficacité de cette réforme dépendra beaucoup des moyens budgétaires et financiers alloués à l'ensemble de ce dispositif. D'un côté, des moyens budgétaires et de l'autre côté, des procédures qu'on devra essayer de rendre le moins bureaucratique possible. Nous comprenons bien et nous approuvons les procédures qui sont proposées, mais nous voyons de l'autre côté que tout ça va conduire à une organisation administrative et bureaucratique immense, et donc il va falloir faire attention à la fois à l'utilisation des moyens et à l'efficacité des procédures. C'est un point, je crois, très important. C'est vrai de la CNCTR que ces moyens humains et budgétaires vont nous exiger un certain nombre d'efforts, de même que le GIC qui va se trouver lui aussi avec des besoins considérables. Il convient d'être conscient de tout cela, mais Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, sous ces réserves, avec les observations qui auront lieu dans le cadre de ces débats, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées donne un avis favorable à l'adoption du projet de loi relatif au renseignement et dit vraiment qu'à un moment où dans ce pays, tout le monde se sent républicain, c'est le moment de donner à notre République les moyens de sa conservation. Merci. Merci, Monsieur le Président.